Alors le cinquième dossier, plutôt qu'un dossier court classique, j'ai choisi de vous présenter des images d'électrocardiogramme, d'échographie, de coronarographie ou d'autres. Donc à chaque conférence de cardiologie de Détroit, il y aura un dossier exclusivement d'iconographie, avec des choses qui sont parfois simples, parfois un peu plus compliquées, mais qui vous serviront de toute façon. Alors pour commencer, un contexte clinique simple, un patient hospitalisé pour une ischémie aiguë du membre inférieur droit, 8 ans après un infarctus antérieur, traité efficacement par thrombolyse. Voilà l'électrocardiogramme du patient. Interpréter l'électro, quel est le mécanisme probable de l'ischémie du membre. Alors l'électrocardiogramme, on va comme d'habitude commencer par dire si le rythme est sinusal. Donc une onde P est visible devant chaque QRS. Tous les QRS sont précédés d'une onde P, il s'agit donc bien d'un rythme sinusal. Le rythme est régulier, la fréquence peut être mesurée à 300, 150, 100, 75, 60, entre 55 et 60 battements par minute. L'axe des QRS, ils sont un peu microvoltés mais positifs en D1, ils sont normaux en AVF, il s'agit donc d'un axe normal. Les ondes P sont normales, elles ne sont pas trop larges, elles ne sont pas trop hautes, donc un rythme sinusal régulier standard. L'espace PR est normal, entre 0,12 et 0,20 secondes, pas de bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Ensuite, on va regarder les QRS en commençant par rechercher des ondes Q de nécrose. On voit en V1, V2, V3 et un petit peu en V4, un rabotage franc des ondes d'air avec des ondes Q profondes et amples qui correspondent bien à la séquelle d'infarctus antérieur de ce patient qui a été thrombolysé. Dans les autres dérivations, on ne retrouve plus ces anomalies. Les QRS sont fins, pas de bloc de branche, et maintenant la repolarisation. La repolarisation est anormale dans les dérivations qui correspondent à celle de l'infarctus, donc de V1 à V4. On note un sus-décalage persistant en V1, V2, V3, avec ici des ondes T négatives, et V4, donc dans les dérivations antéro-septo-apicales qui correspondent bien aux dérivations de l'infarctus du myocarde. Il n'y a évidemment pas de miroir, donc rien d'aigu chez ce patient. Donc l'interprétation de l'électrocardiogramme, rythme sinusal, régulier, à environ 60 par minute. L'axe, les ondes P et l'espace PR sont normaux, les QRS sont fins, sus-décalage persistant suspendu du ST de V1 à V4 en antéro-septo-apical, sans miroir. Donc à distance d'un infarctus antérieur, il s'agit probablement d'un anévrisme du VG, dont la définition est la persistance 15 jours ou 3 semaines après d'un sus-décalage. À 8 ans, on est sûr d'avoir un anévrisme du VG. Concernant le mécanisme de l'ischémie, le plus probable est qu'il s'agisse d'une ischémie embolique à point de départ cardiaque. Les anévrismes du VG, donc les déformations de la pointe du ventricule gauche, s'accompagnent souvent d'une stagnation sanguine, de la position d'un thrombus. Ce thrombus peut migrer par voie artérielle et donc provoquer des ischémies artérielles périphériques. Deuxième question. Voilà les 3 urgences vitales habituelles. Quelles molécules sont utilisables et quels sont les traitements classiques en quelques mots? Alors le premier électro, vous voyez un tracé plat, donc évidemment en cas d'arrêt cardiaque, une asystolie. Donc la prise en charge de l'asystolie, c'est d'abord évidemment le massage cardiaque en urgence, et la molécule qui va permettre de relancer possiblement la mécanique est l'adrénaline. Les doses, ce sont des bolus de 1, 2, 3, 4, voire 5 mg qu'il faudra répéter toutes les 2 ou 3 minutes. On peut retenir par exemple 3 mg d'adrénaline en IVD toutes les 3 minutes. Deuxième urgence vitale, on a ici un tracé de fibrillation ventriculaire. Vous voyez sur ce tracé du scope des ventriculogrammes sans jamais d'auriculogramme, anarchique, à une fréquence très rapide, à 300 par minute. Il n'y a pas d'aspect d'enroulement toute la ligne isoélectrique et à aucun moment on voit de complexe sinusaux. Donc une fibrillation ventriculaire. La prise en charge maintenant est standard, c'est de la défibrillation la plus rapide possible. En attendant le défibrillateur, le massage cardiaque externe et la ventilation adaptée, mécanique en général. Le choc électrique externe, avec un défibrillateur monophasique 360 joules d'emblée à répéter systématiquement, avec des massages cardiaques entre chaque choc, et en cas de défibrillateur biphasique, 150 en 200 joules à répéter. Les molécules qui peuvent aider à la réanimation, d'abord l'adrénaline, qu'il faudra utiliser après échec du premier choc, qui permettra éventuellement de modifier la morphologie des QRS et de potentialiser le succès du choc. Et deuxième molécule utilisable, l'amiodarone, l'accordarone, qui est un antiarythmique à l'étage auriculaire et ventriculaire, qui permettra de diminuer le risque de récidive d'arythmie après un succès de choc. Troisième tracé d'urgence vitale, on a ici une tachycardie
régulière à QRS large, donc probablement une tachycardie ventriculaire. Ici, un aspect d'enroulement de la ligne isoélectrique avec possiblement des ondes P. Il peut s'agir d'une tachycardie ventriculaire ou plus probablement d'une torsade de pointe. Pour la torsade de pointe, donc qui est favorisée en général par un allongement du QT qui peut arriver dans une hypocalémie par exemple, le traitement est simple, il faut accélérer la fréquence cardiaque pour raccourcir le QT et diminuer les risques de récidive d'arythmie ventriculaire. Donc, pour accélérer la fréquence cardiaque, on peut utiliser le massage initialement, mais surtout des molécules, l'isuprénaline, l'isuprel est celle qu'on utilise en première intention. Enfin, on peut utiliser parfois, soit en attente de l'efficacité de l'isuprel, soit en relais, une sonde d'entraînement électrosystolique. Donc les mots-clés, pour la systolie, l'adrénaline, pour la fibrillation ventriculaire, le choc électrique le plus rapide possible et l'adré et la myodarone. La myodarone sera utilisée à partir donc, du troisième choc, premier sans adrénaline, deuxième avec adré, troisième adré plus cordarone. Et pour la torsade de pointe, accélération de la fréquence cardiaque, isuprel, sonde d'entraînement électrosystolique. Troisième question, patient de 85 ans qui consulte pour une syncope, qui est hospitalisé en USIC et qui refait un malaise alors qu'il est scopé. On réalise un électrocardiogramme 12 dérivations du patient qu'on va interpréter. Donc le rythme, il faut rechercher des ondes P devant tous les QRS. Donc ça a l'air sinusal, tous les QRS sont précédés d'une onde P. Par contre, on peut voir sur le tracé long en bas, ici, la présence d'une onde P ne conduisant pas, qui est systématique. Donc une onde P sur 2 conduit avec un espace PP qui a l'air ici d'être constant. Le reste de l'interprétation électrocardiogramme, l'axe des QRS est normal. Lorsque l'onde P conduit avec une morphologie normale avec un espace PR normal, les QRS sont fins, sans anomalie franche de la repolarisation. Donc un rythme non sinusal puisque les UP ne conduisent pas tous, régulier. La fréquence est difficile à dire, mais ce serait autour de 55-60 par minute. Un axe normal, des QRS normaux, une repolarisation normale. Donc la seule anomalie est la présence d'une onde P qui conduit sur 2. On peut donc parler de bloc auriculo-ventriculaire de type 2 sur 1, une onde P sur 2 conduit, et en tout cas il s'agit d'un BAV de type Mobitz 2. Donc les mots-clés, non sinusal puisqu'une onde P sur 2 conduit, régulier. Une onde P sur 2 est bloquée avec un espace PP qui est constant. Donc il s'agit d'un BAV2 de type 2 sur 1. En général, ces BAV sont syncopaux et ils nécessitent la mise en place d'un pacemaker. Question 4. Une patiente jeune de 18 ans qui se plaint de crise de tachycardie à répétition, qui consulte aux urgences et chez qui on arrive à avoir un électrocardiogramme percritique. Donc voilà son électrocardiogramme. L'interprétation. D'abord, la fréquence, aux alentours de 150 battements par minute. Le rythme est parfaitement régulier. Par contre, il est impossible de dire s'il est sinusal à cette fréquence-là, on ne voit pas les ondes P. Donc une tachycardie non sinusale aux alentours de 150 par minute. L'axe des QRS, légèrement négatif en D1 et en AVF, donc un axe qui est très dévié à droite. Ensuite, on ne voit pas d'ondes P, donc on ne peut pas les interpréter, ainsi que l'espace PR. Les QRS sont légèrement élargis, avec peut-être un aspect de bloc incomplet droit. Et la repolarisation, pas d'anomalie franche de la repolarisation. On revient sur les mots-clés pour l'interprétation de cet électrocardiogramme. Rythme régulier, non sinusal, rapide, aux alentours de 150 par minute. Non sinusal puisqu'on ne voit pas les ondes P sur l'électrocardiogramme de surface. L'axe est dévié à droite. Les QRS sont fins. Dans ce contexte de tachycardie, on a un micro sous-décalage du ST qui est aspécifique. Il s'agit, chez une patiente jeune, se plaignant de crise de tachycardie paroxystique bien tolérée, probablement d'une tachycardie jonctionnelle. Donc connaissance de la jonction auriculo-ventriculaire, diagnostic de maladie de Bouvray. Donc lorsqu'on a une tachycardie aussi rapide chez un patient jeune, pour essayer de comprendre l'étiologie à visée diagnostique et thérapeutique, on peut soit faire un massage sino-carotidien pour accentuer le tonus vagal, soit utiliser de la striadine en intraveineux direct, qui va provoquer un bloc auriculo-ventriculaire complet. En cas effectivement de tachycardie jonctionnelle, la tachycardie va s'arrêter et le patient va repartir en rythme sinusal. En cas de tachycardie auriculaire à 150, par exemple un flotteur, on va ralentir les ventricules et on va démasquer les ondes de flotteur. Donc chez cette patiente, on a ici le début de tracé montrant toujours cette tachycardie régulière à 150 non sinusale. Ici un début de massage carotidien qui aurait pu être une injection de striadine. Et on a un retour en rythme sinusal avec des ondes P devant tous les QRS.
donc qui signe évidemment l'origine jonctionnelle de la tachycardie probable maladie de Bouvray. Le traitement radical en cas de répétition des crises, si elles sont gênantes, peut également être une ablation par radiofréquence. Donc arrêt de la crise et retour au rythme sinusal, confirmant la cause jonctionnelle de la tachycardie. Question 6. Une patiente âgée de 66 ans, crise de tachycardie au cours d'une chimiothérapie pour une leucémie. Voilà son électrocardiogramme à interpréter. Donc le rythme, toujours très rapide, avec une fréquence aux alentours de 150 battements par minute. Il s'agit d'un rythme qui est régulier. Ensuite, est-ce que le rythme est sinusal? On voit par exemple ici des ondes P devant chaque QRS, mais on a également l'impression à cette fréquence-là qu'il pourrait y avoir une onde P sur deux qui n'est pas conduite. Donc comme par exemple dans le cadre d'un flotteur. On regarde en D2, on a également l'impression qu'une onde P sur deux n'est pas conduite. Le reste de l'interprétation, les QRS sont positifs en D1, négatifs en AVF, donc une déviation axiale gauche. Il faut regarder s'il y a un bloc de branche gauche ou de l'HVG qui pourrait l'expliquer. Les QRS sont fins, en tout cas pas d'aspect de bloc de branche gauche. Il n'y a pas non plus d'hypertrophie, donc il y a un hémibloc antérieur gauche. Lorsqu'une onde P conduit, l'espace PR est normal, les QRS sont fins, il n'y a pas d'anomalie spécifique de la repolarisation. Donc devant une tachycardie régulière à 150 par minute chez un patient au repos, le plus probable est qu'il s'agisse d'une tachycardie supraventriculaire. Deux possibilités, le flotteur auriculaire 2 sur 1 ou la tachycardie atriale en 2 sur 1. Pour faire la différence entre les deux, des moyens simples. Le flotteur, on voit en général des ondes F en toit d'usine avec l'absence de retour à la ligne isoélectrique en D2, D3 et AVF, ce qui n'est pas le cas ici. Pour la tachycardie atriale, on voit une activité auriculaire régulière à 150 par minute, visible surtout dans les dérivations antérieures. Donc ici, le plus probable est qu'il s'agit d'une tachycardie atriale. On revient sur les mots-clés. Tachycardie régulière, QRS fin à 150 par minute. Les oreillettes battent à 300, les ventricules battent à 150, donc une tachycardie atriale ou une tachycardie supraventriculaire en 2 pour 1. Donc, dans ces dossiers d'iconographie avec un faible contexte clinique, le but est de vous familiariser avec l'interprétation d'électrocardiogrammes, parfois hors contexte. On verra dans d'autres conférences des images d'échocardiographie, de coronarographie. À chaque fois qu'il y a eu de la cardiologie à l'internat, enfin, quasiment à chaque fois, il y a eu une iconographie. Le plus souvent, c'est quand même un électrocardiogramme à interpréter. L'item abordé, ici, on n'a vu que des électrocardiogrammes, donc l'item 309, ECG, indication et interprétation.